Donc, Haggood, à travers She, les mines du roi Salomon, Alan Quatermain, qui va devenir un grand héros contemporain, va fixer de nouvelles bornes qui font que, je vais employer un jargon que les universitaires connaissent bien, mais il n'y en a pas d'autres, c'est une hybridité générique, c'est-à-dire que des genres qui étaient jusque-là différents vont se mêler. Et c'est très important ça, parce que ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est que le mythe arthurien ou le mythe chevaleresque devient un autre objet. C'est-à-dire que, je pourrais prendre de multiples exemples, mais on parlait tout à l'heure de l'auteur de Pendragon, Lorehead, il va glisser le mythe atlantidien dans le mythe arthurien. Bon, ce qui paraissait évidemment totalement fou il y a encore quelques décennies. C'est un exemple des multiples allers et retours entre plusieurs versions mythologiques qui vont finir par déboucher sur ce qu'on appelle véritablement aujourd'hui la fantaisie, surtout du côté féminin, sinon féministe, avec les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Mais évidemment, et je terminerai là-dessus, au milieu, il s'est passé des choses très importantes dans les années 1930-1955. C'est bien sûr les trois auteurs, et surtout Tolkien, bien sûr, C.S. Lewis avec Narnia, c'est très important, même si Narnia est moins important pour les gens que pour qui s'intéressent à Tolkien et le Seigneur des Anneaux, c'est tout de même très important. J'ajouterai le nom de Charles Williams aussi, qui a écrit une version très intéressante du Graal contemporain. C'est aussi une des manières de montrer comment le mythe perdure, c'est-à-dire que d'un seul coup, des gens contemporains de l'artiste vont se mettre à rechercher le Graal dans l'Angleterre contemporaine ou quelquefois dans d'autres pays, ce qui permettra d'ailleurs de faire vibrer le cœur nationaliste et patriotique des Britanniques. Et c'est vraiment ces trois personnes qu'on appelle d'ailleurs le cercle des médiévistes disparus, qui représentent ce renouveau médiéval, ce qu'on appelle néo-médiévalisme, encore un jargon insupportable, et qui va déboucher sur la vogue actuelle de la fantaisie à travers, bien sûr, la fiction et également le cinéma, l'image en général. Aux USA, ça c'est tout de même très surprenant. Comment le mythe chevaleresque, comment le mythe du Graal, comment le mythe arthurien peut-il s'installer du côté américain? Ça c'est tout de même étonnant. Eh bien les Américains sont aujourd'hui peut-être le peuple qui s'intéresse le plus au roi Arthur. C'est invraisemblable le nombre de romans ou même tout simplement d'essais qui s'intéressent à Arthur. Pourquoi? Parce que aussi dans les années 1920, il y a eu les pulps, les revues de science-fiction, de fantastique, etc. Weird Tales, où vous avez des gens comme Lovecraft, C.A. Smith, Fritz Leiber, Howard, Bradbury, vont se mettre à écrire des nouvelles qu'aujourd'hui nous classerions comme fantasy. Et puis, en 1938, un nommé White, qui n'est pas très connu, va écrire pratiquement, on pourrait discuter de ça, tu as peut-être d'autres exemples, mais peut-être la première fantaisie arthurienne contemporaine qui est L'épée dans la pierre, ça date de 1938. Mais peut-être trouverait-on quelques fictions arthuriennes juste avant. Et puis après, Déferlante, Moorcock, et jusqu'à Harry Potter, etc. Donc voilà comment, d'une certaine façon, avec une accélération temporelle gigantesque à partir de Walter Scott en 1800, nous sommes passés à une nouvelle phase où la fantaisie est devenue un nouvel objet populaire et un objet absolument fascinant. Eh ben, merci Lauric, en fait tu as fait le lien jusqu'à la fantaisie arthurienne, donc je ne vais pas ajouter quoi que ce soit, puisque tu vois, les choses notées ont été dites. Je vous invite juste à découvrir peut-être un ouvrage que vous ne connaissez pas encore parce qu'il est paru assez récemment, il y a quelques mois, d'un historien qui s'appelle William Blanc,
voilà comme ça se prononce, qui est paru chez Libertalia, qui s'appelle Le Roi Arthur, un mythe contemporain, et qui justement parle très bien de tout ce qui est, comme il est historien et historien du politique, de ce qui est exploitation du mythe arthurien par l'Empire anglais et par le sentiment d'empire américain. Et notamment, il parle, donc pour apporter des compléments sur cette partie américaine, il montre la constitution de groupes d'enfants qui est une espèce de scouts, mais des scouts arthuriens, avec une énorme importance quantitative auprès des jeunes Américains des années 50, et que ça a vraiment été un vecteur de pénétration de cet imaginaire-là aux États-Unis. Un autre aspect qu'il souligne, dont on n'a pas encore parlé, c'est l'importance de la comédie musicale Camelot, voilà, qui est toujours jouée, hein, qu'il a toujours été, et qui a été un des axes de mythification des Kennedy. Et notamment de Kennedy juste après son assassinat. Le film récent qui s'appelle Jackie mettait beaucoup l'accent là-dessus. La comédie musicale Camelot présente le règne du roi Arthur comme un bref moment solaire avant une catastrophe, etc. Et c'est vraiment comme ça que le court règne, puisqu'il faut l'appeler comme ça, des Kennedy, a été ensuite réinvesti d'une façon comme une légende nationale pour les Américains, qui le revivifient régulièrement effectivement en projetant une image d'un roi Arthur curieusement démocrate et qui est démocrate et progressiste. Donc on voit cette espèce de plasticité extraordinaire du mythe arthurien, qui est capable aussi bien de servir des ambitions colonialistes que des utopies progressistes, et qui est complètement réversible à tout moment.